Nous ne viendrons jamais là-bas avec toi. Ça embarrasserait toute la famille. Mes parents ont refusé d'assister à la cérémonie en l'honneur de mon invention et sont secrètement allés dans un restaurant chic avec ma sœur à la place. Alors j'ai invité ma tante. Pendant la diffusion en direct, l'entreprise l'a surprise avec un cadeau d'une valeur incroyable. Juste 1 heure plus tard. 49 appels manqués de mes parents. Je m'appelle Bellet. J'ai 28 ans. Et la nuit où mon entreprise a célébré ma percée en intelligence artificielle a été le moment exact où j'ai réalisé que ma famille ne m'avait jamais vraiment aimé. Je me tenais sur la scène du Nashville Convention Center, écoutant les applaudissements de centaines de dirigeants du secteur technologique. Mais mes yeux étaient fixés sur le premier rang. Les sièges VIP réservés à mes parents et à ma sœur étaient complètement vides. Ils n'avaient pas seulement manqué le plus grand jalon de ma carrière. Ils l'avaient activement boycotté. Quelques heures plus tôt, ils avaient jeté mon invitation officielle de côté pour dîner au Continental, un restaurant haut de gamme, afin de célébrer ma sœur à la place. Leur dernier mot résonnait encore à mes oreilles. Nous ne viendrons jamais là-bas avec toi. Ça embarrasserait toute la famille. Tu es une honte pour la famille. Mais ils ne savaient pas que j'avais invité quelqu'un d'autre pour occuper cette chaise vide, ma tante. Et ils ne savaient certainement pas que notre PDG était sur le point d'annoncer une récompense massive qui changerait sa vie en direct à la télévision, non pas pour moi, mais pour la personne assise dans ce siège familial précis. Juste 1 heure après la fin de la diffusion, l'écran de mon téléphone s'est allumé dans l'habitacle sombre de ma voiture. 49 appels manqués de mes parents, des dizaines de messages textes paniqués me suppliant de répondre. Puis vinrent les regrets. Si vous avez déjà eu à protéger votre paix d'une famille toxique, vous savez que parfois la meilleure réponse est le silence absolu. Abonnez-vous à la chaîne pour entendre mon histoire complète et laissez-moi vous montrer exactement comment j'ai géré leur trahison. Au cours des 5 dernières années, mon bureau est pratiquement devenu mon adresse permanente. J'ai échangé une vie normale contre un poste d'ingénieur logiciel dans l'entreprise. J'ai passé des centaines de nuits à dormir sur un canapé en tissu étroit dans la salle de pause, utilisant mon manteau d'hiver comme couverture. Je gardais des piles de soupe en conserve dans le tiroir de mon bureau. Je prenais mes repas froids en regardant 2 moniteurs, refusant de prendre de vraies pauses déjeuner. Je suis resté au bureau pendant 5 vacances de Noël consécutives alors que le reste du bâtiment était vide. J'ai travaillé à chacun de mes anniversaires sans gâteau, sans cadeau, ni célébration. Je me suis concentré uniquement sur la compilation et le débogage du code source de l'IA. J'avais besoin que le projet réussisse. Le bourdonnement des serveurs était le seul son que j'entendais la plupart des nuits. Pendant ces années d'épuisement, mon téléphone sonnait fréquemment. Mon père, Scott, et ma mère, Karen, n'appelaient pas pour prendre des nouvelles de ma santé ou de mon travail. Ils appelaient pour dicter des instructions financières. Ils exigeaient que je transfère de gros pourcentages de mon salaire mensuel directement sur leur compte bancaire. Ils utilisaient mes revenus pour payer le loyer d'un appartement de luxe en centre-ville pour ma sœur Madison. Ils m'ont également forcé à couvrir les frais mensuels du club social exclusif de Madison. Ils traitaient mon compte bancaire comme un fonds commun pour son style de vie. J'envoyais l'argent parce que je croyais que cela me vaudrait leur approbation. La situation a atteint un point de rupture un mardi après-midi pendant ma phase de test finale. J'ai vérifié mon solde bancaire et j'ai vu qu'il était presque vide. J'ai refusé d'envoyer les $2000 qu'ils demandaient pour le prochain gala du club de Madison, expliquant que je devais payer mon propre loyer. Mes parents m'ont appelé immédiatement, furieux de mon défi. Tu dois virer cet argent tout de suite. Madison a une réputation publique à maintenir, a ordonné mon père à travers le haut-parleur. Je ne peux pas l'envoyer. J'ai mes propres factures et mon compte est presque à sec, ai-je répondu. Ma mère lui a pris le téléphone. Ton travail est complètement invisible. Tu es assise dans une arrière-salle à taper du code sec et ennuyeux toute la journée. Personne ne te voit. Madison travaille dans les relations publiques. Elle interagit avec des gens importants. Elle a besoin d'avoir l'air réussi pour avancer. Tu n'as pas besoin d'argent pour les apparences. J'ai mis fin à l'appel sans un mot de plus. Ils ont prouvé leur favoritisme extrême moins d'1 mois plus tard. Je l'ai découvert grâce à une publication sur les réseaux sociaux. Madison a téléchargé une photo tenant les clés d'une voiture de sport neuve. Mes parents se tenaient à côté d'elle, souriant fièrement. J'ai appris qu'ils avaient vendu leur seul véhicule fiable, une vieille camionnette.
Ils sont allés à la banque et ont signé les papiers pour un prêt personnel à taux d'intérêt élevé. Ils ont combiné l'argent de la camionnette et le prêt bancaire pour acheter ce véhicule à Madison. Ils ont fait cela simplement pour qu'elle puisse maintenir une image de richesse devant son cercle social. J'ai passé tout cet hiver à marcher jusqu'à l'arrêt de bus sous la pluie glaciale. Madison se promenait en ville dans un véhicule financé par la dette de mes parents et mes précédents chèques de paie. C'est à ce moment précis que j'ai accepté la réalité. Je n'étais rien de plus qu'un outil financier pour ma famille. J'ai refusé de jouer ce rôle plus longtemps. J'ai ouvert mon application bancaire sur mon téléphone. J'ai transféré chaque dollar sur un nouveau compte d'épargne personnel bloqué. J'ai retiré leur nom de la liste d'accès. J'ai annulé les virements automatiques récurrents qui allaient aux propriétaires de Madison. J'ai complètement coupé tout soutien financier à ma famille. Quand les messages textes en colère ont commencé à inonder mon téléphone pour exiger des explications, j'ai éteint l'appareil. Je l'ai posé face contre terre sur mon bureau. J'ai redirigé chaque once de ma frustration et de ma colère dans ma programmation. Je me suis assise sur ma chaise de bureau 18 heures par jour. J'ai écrit des milliers de lignes de code. J'ai exécuté les diagnostics du système encore et encore. J'ai corrigé les erreurs de logique, éliminant chaque bug que je pouvais trouver dans l'architecture du système. J'ai regardé l'IA traiter les données plus rapidement que n'importe quel modèle précédent sur le marché. J'ai arrêté d'attendre que mes parents valident ma valeur. J'ai décidé d'utiliser le succès de ce projet d'IA pour forcer l'entreprise à reconnaître ma valeur indépendante. J'ai finalisé la construction du logiciel, appuyé sur le bouton de soumission et envoyé le projet terminé directement au conseil d'administration, sachant que je venais d'assurer mon avenir. 4 jours avant la cérémonie de reconnaissance de l'entreprise, j'ai conduit ma voiture jusqu'à la maison de banlieue où vivaient mes parents. Je portais une enveloppe lourde et épaisse dans ma main droite. C'était l'invitation officielle de l'entreprise du conseil d'administration. Je me suis garé dans l'allée, j'ai monté les marches en béton et j'ai ouvert la porte d'entrée. Scott et Karen étaient assis dans le salon à regarder la télévision. J'ai marché directement au centre de la pièce. J'ai posé l'enveloppe sur la table basse en verre devant eux. Le papier épais portait le logo de l'entreprise en relief à l'encre argentée. Il indiquait clairement les exigences du code vestimentaire formel. Il contenait également 2 billets imprimés pour la section des sièges VIP du premier rang, réservés spécifiquement à la famille immédiate de la personne honorée. Je me suis tenu là et j'ai expliqué que l'entreprise reconnaissait officiellement l'architecture d'IA que j'avais construite. Je leur ai dit que l'événement représentait le sommet de ma carrière professionnelle et que je voulais qu'ils s'assoient dans ces sièges pour assister à mon accomplissement. Scott s'est penché en avant et a ramassé l'enveloppe. Il a sorti l'invitation, a jeté un coup d'œil au texte argenté pendant moins de 3 secondes et l'a rejeté sur la table en verre. Le papier a glissé sur la surface lisse et s'est arrêté près du bord. Il ne m'a pas félicité. Il n'a posé aucune question sur la récompense. Au lieu de cela, il a secoué la tête et a laissé échapper un petit rire dédaigneux. Il a croisé les bras et s'est adossé à son fauteuil. Il a déclaré qu'il n'avait absolument aucune intention de perdre sa précieuse soirée assis dans un auditorium bondé. Il a reniflé en déclarant qu'il ne passerait pas des heures à écouter des discours technologiques ennuyeux que personne ne se souciait ou ne comprenait. Il a qualifié l'ensemble de l'événement d'entreprise de perte de temps inutile. Karen a immédiatement été d'accord avec lui. Elle n'a même pas pris la peine de regarder l'invitation sur la table. Elle a gardé les yeux fixés sur l'écran de son téléphone portable. Elle a parlé d'un ton complètement froid et détaché. Elle m'a informé que leur programme pour cette soirée spécifique était déjà complet. Elle a reniflé en déclarant qu'ils avaient réussi à obtenir une réservation de dîner très exclusive au Continental, l'un des restaurants les plus chers et prestigieux du centre-ville de Nashville. Je lui ai demandé pourquoi ils avaient besoin d'une réservation pour le dîner le soir exact de ma cérémonie d'entreprise. Elle a répondu sans aucune hésitation. Elle a expliqué que Madison venait d'acheter avec succès une collection de maquillage de créateurs en édition limitée très exclusive. Karen a déclaré que le nouvel achat cosmétique de Madison élevait son statut social et qu'il devait célébrer cette amélioration de style de vie dans un lieu haut de gamme. Ils ont choisi d'honorer un achat de maquillage plutôt que mes 5 années de travail d'ingénierie. Je les ai regardés, traitant l'absurdité absolue de sa déclaration. Avant que je puisse dire un autre mot, Karen a planté ses yeux dans les miens. Son expression s'est durcie en pur dégoût. Elle a élevé la voix, portant le coup final à notre relation. Nous avons déjà réservé une table au Continental.
Nous ne nous tiendrons jamais avec toi. Tu es une honte pour la famille, a-t-elle lancé. La pièce est tombée dans un silence complet. J'ai regardé l'invitation VIP posée sur le bord de la table en verre. J'ai regardé Scott, qui a simplement reporté son attention sur l'écran de télévision. Puis j'ai regardé Karen. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas argumenté. J'ai senti ma poitrine se serrer, mais je n'ai pas laissé une seule larme couler de mes yeux. La colère et le désespoir pour leur approbation ont complètement disparu, remplacés par une réalisation froide et solide. Je savais exactement ce que je devais faire. Allez-y et profitez de votre dîner. Je ne dérangerai plus jamais cette famille, ai-je répondu fermement. Je leur ai immédiatement tourné le dos. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai marché droit dans le couloir, mes pas résonnant contre le parquet. J'ai atteint la porte d'entrée, je l'ai ouverte et je suis sorti dans l'air froid du soir. J'ai tiré la porte derrière moi, en m'assurant qu'elle se cliquait et se verrouillait en place. J'ai descendu l'allée jusqu'à ma voiture garée. J'ai ouvert la portière, me suis glissé dans le siège du conducteur et j'ai appuyé sur le bouton de démarrage. Le moteur a vrombé. J'ai passé la vitesse en marche avant et j'ai appuyé sur l'accélérateur. Je suis sorti du quartier de banlieue sans regarder dans le rétroviseur. J'ai officiellement effacé chaque attente que j'avais jamais eue concernant ma famille biologique. J'ai accepté que j'étais complètement seul. 3 jours avant l'événement d'entreprise, je suis entré dans un café tranquille du centre-ville de Nashville. J'ai marché droit vers une table d'angle et me suis assise en face de ma meilleure amie, Harper. J'ai posé le billet VIP bordé d'argent sur la surface en bois entre nous. J'avais besoin d'une solution concrète pour le siège familial vide au premier rang. Je refusais catégoriquement que les dirigeants de l'entreprise voient une chaise vacante à côté de mon nom pendant la diffusion en direct. Je lui ai expliqué la situation très brièvement. Harper a écouté mes paroles attentivement, mais elle n'a offert aucune pitié inutile. Elle n'a fourni aucun mot de réconfort vide. Elle savait que je ne voulais pas de sympathie. J'avais juste besoin d'un plan pratique. Harper a immédiatement ouvert son ordinateur portable et l'a posé sur la table. Elle s'est connectée au réseau sans fil et a commencé à taper. Elle a déclaré fermement que nous devions inviter quelqu'un qui méritait vraiment de s'asseoir dans ce siège VIP spécifique. Elle a ouvert un site web de voyage et a commencé à rechercher les horaires des vols entrants. En même temps, elle a ouvert un deuxième onglet de navigateur pour regarder des robes de soirée formelles. Elle a compris que le code vestimentaire de l'entreprise exigeait une tenue formelle stricte pour tous les invités du premier rang. Elle a navigué sur un service de location de vêtements haut de gamme. Elle a sélectionné une robe bleu foncé classique et élégante. Elle a vérifié les mesures, a entré ses propres informations de carte de crédit et a réservé la robe pour une livraison le lendemain. Harper a géré efficacement toute la logistique compliquée pendant que je cherchais la bonne personne à appeler. Nous avons finalisé tout le plan de préparation en 20 minutes. Plus tard le même après-midi, je suis retourné à mon appartement. Je me suis assise sur mon canapé, j'ai déverrouillé mon téléphone et j'ai parcouru ma liste de contacts. Je me suis arrêté et j'ai composé le numéro de ma tante Donna. C'était une bibliothécaire à la retraite. Elle menait une vie tranquille, complètement détachée des dynamiques toxiques de ma famille immédiate. Elle était aussi la seule parente qui avait montré une préoccupation sincère et constante pour mon bien-être physique. Pendant mes phases de codage les plus épuisantes, quand je passais des nuits consécutives à dormir sur le canapé du bureau, Donna envoyait constamment des colis directement à la salle du courrier de l'entreprise. Elle envoyait des pâtisseries maison, des collations saines et des notes manuscrites. Elle n'a jamais demandé un seul dollar. Elle n'a jamais rien exigé en retour de sa gentillesse. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'elle ne réponde. Sa voix semblait chaleureuse à travers le haut-parleur. Je suis allé droit au but sans aucune hésitation. J'ai expliqué que j'avais un billet VIP exclusif pour une cérémonie majeure de reconnaissance d'entreprise. Je lui ai dit que l'événement avait lieu dans quelques jours à Nashville. Je lui ai demandé si elle serait prête à traverser le pays pour assister à la cérémonie en tant qu'invitée officielle de ma famille. Je me fiche de la taille de l'événement. Je veux juste être là pour te soutenir, a répondu Donna immédiatement sans aucune hésitation. J'ai ressenti un immense soulagement en entendant sa voix stable. Merci. Harper a déjà réservé le vol et préparé une robe pour toi, ai-je dit. J'ai transféré les détails de la confirmation de la compagnie aérienne directement à son adresse email. Le lendemain matin,
j'ai conduit ma voiture à l'aéroport international de Nashville. Je me suis tenu près de la porte d'arrivée et j'ai regardé les passagers franchir les portes coulissantes en verre. Donna est entrée dans le terminal en tirant une petite valise usée. Elle s'est avancée et m'a serré fort dans ses bras. Nous sommes allés au parking, avons chargé ses bagages dans le coffre et sommes retournés à mon appartement. Harper est arrivée 1 heure plus tard, portant une grande housse à vêtements. Elle l'a dézippée et a sorti la robe de soirée bleu foncé qu'elle avait réservée la veille. Donna l'a essayée dans la chambre d'amis. La coupe était absolument parfaite. Nous avons passé le reste de l'après-midi à finaliser les préparatifs de l'événement. Nous avons organisé le transport en voiture pour le lendemain soir. Nous avons passé en revue le calendrier strict de la cérémonie d'entreprise. Assise dans mon salon avec Harper et Donna, j'ai observé le soutien calme et constant qu'elles offraient. Personne n'a demandé mon argent. Personne ne s'est plaint des choix de restaurant. Donna a posé des questions spécifiques sur mon projet d'IA. Elle a écouté attentivement mes réponses. Sa présence simple et sincère a complètement comblé le vide immense laissé par mes parents et Madison. Je me sentais enfin prête pour la cérémonie. À 19 h, les portes principales du plus grand auditorium du centre des congrès de Nashville se sont finalement fermées. Des milliers de dirigeants technologiques, de leaders de l'industrie et de représentants des médias ont rempli les sièges. Les lumières du plafond se sont tamisées, signalant le début de la diffusion en direct. Notre président-directeur général, Pierce, a traversé la scène principale avec assurance. Il s'est approché du podium, a ajusté le microphone et a regardé la foule immense. Il n'a pas perdu de temps avec de longues introductions inutiles. Il voulait aller droit au fait. Il a immédiatement commencé à discuter du récent redressement financier de l'entreprise. Pierce a détaillé comment l'entreprise faisait face à une grave crise économique il y a à peine 12 mois. Il a ensuite expliqué comment un seul projet de génie logiciel avait complètement changé la trajectoire de l'entreprise. Il a pointé directement vers le premier rang. Il a annoncé mon nom à l'auditoire, créditant officiellement mon algorithme d'intelligence artificielle pour avoir sauvé l'entreprise de la faillite. Le public a éclaté en applaudissements nourris. Je me suis levé de mon siège VIP, j'ai salué la foule et je me suis rassise à côté de Donna. Pierce a levé la main pour calmer la salle. Il a déclaré que reconnaître l'accomplissement technique d'un employé n'était tout simplement pas suffisant. Il a expliqué que le conseil d'administration avait tenu une réunion privée plus tôt cette semaine-là. Au cours de cette réunion, ils ont décidé de créer une toute nouvelle initiative d'entreprise. Pierce a annoncé le lancement officiel du fonds fiduciaire pour l'héritage des employés. Il a expliqué les paramètres stricts de cette nouvelle fondation. Nous avons établi ce fonds pour honorer le système de soutien invisible derrière nos employés les plus précieux, a annoncé Pierce au micro. Il a souligné que le génie technique exige d'immenses sacrifices personnels et que les personnes qui soutiennent discrètement ce sacrifice méritent leur propre reconnaissance. Pierce a fait une pause, laissant le poids de ses mots s'installer sur l'auditorium. Il a ouvert un dossier en cuir noir posé sur le podium. Il s'est penché vers le microphone et a officiellement annoncé Donna comme la première récipiendaire du prix de la fondation. Ma tante s'est complètement figée sur son siège. Elle a cessé de respirer une seconde, totalement incapable de traiter l'annonce. Les opérateurs des lourdes caméras de télévision ont immédiatement pivoté leur équipement. De brillants projecteurs blancs ont balayé l'auditorium et se sont fixés directement sur notre section. Donna regardait la scène en état de choc absolu. Je me suis penché, j'ai saisi sa main et je l'ai doucement tirée pour qu'elle se lève. Les écrans numériques géants au-dessus de la scène projetaient son visage à toute la salle. Elle se tenait figée, regardant les milliers d'élites de l'industrie l'applaudir. Un représentant de l'entreprise a rejoint Pierce sur scène, portant un lourd certificat encadré. Pierce a de nouveau parlé dans le microphone, détaillant le contenu exact de la récompense du fonds. Nous accordons officiellement à Donna les droits permanents à vie d'utiliser et d'occuper la propriété de vacances de luxe du fonds, a déclaré clairement Pierce. Il ne s'est pas arrêté là. Il a continué à lire directement le document juridique officiel posé sur son podium. Le fonds comprenait également un forfait vacances tout compris en première classe à travers l'Europe. Enfin, Pierce a annoncé qu'il lui offrait une adhésion à vie à un club de golf et de loisirs exclusifs. La valeur monétaire de la récompense combinée était absolument stupéfiante. L'ensemble appartenait uniquement à une bibliothécaire à la retraite qui s'était simplement souciée assez pour m'envoyer de la nourriture pendant mes jours les plus sombres. J'ai guidé Donna vers l'allée centrale.
elle a descendu lentement le chemin tapissé et a monté le petit escalier menant à la plateforme principale. Les applaudissements se sont intensifiés. Des larmes coulaient sur son visage alors que Pierce lui serrait fermement la main. Il lui a remis le certificat encadré. Elle se tenait devant les flashs des appareils photo, serrant le lourd cadre contre sa poitrine. Elle semblait submergée par l'immense générosité. Je suis resté debout à ma place au premier rang, applaudissant bruyamment. Je ne ressentais aucun regret concernant ma décision. J'ai senti un calme profond et constant envahir tout mon corps. J'ai regardé les caméras de télévision diffuser le sourire en larmes de Donna aux téléspectateurs de tout le pays. L'événement était diffusé en direct sur plusieurs grands réseaux technologiques. Je savais avec une certitude absolue que Scott, Karen et Madison étaient actuellement assis à l'intérieur du Continental. Je savais qu'ils tenaient leur téléphone ou regardaient un écran de restaurant. J'ai réalisé qu'ils regardaient ma tante recevoir le style de vie luxueux exact qu'il m'avait toujours violemment exigé pendant des années. La fondation venait de remettre à Donna le prix ultime, prouvant à des milliers de personnes que le soutien authentique rapporte toujours la plus grande récompense. Vers 23 heures, l'événement de reconnaissance de l'entreprise s'est officiellement terminé. Donna a enfin fini de serrer la main des membres du conseil d'administration et de répondre aux questions des journalistes spécialisés en technologie. Nous sommes sortis du centre des congrès par la sortie arrière et nous sommes approchés de ma voiture garée. J'ai ouvert la portière passager pour elle, j'ai attendu qu'elle s'assoie et j'ai fait le tour jusqu'au siège du conducteur. Au moment où j'ai appuyé sur le bouton de démarrage, l'ordinateur de bord de la voiture s'est allumé et s'est connecté à mon téléphone. L'écran central du tableau de bord s'est immédiatement illuminé, clignotant rapidement avec un flux continu d'alertes numériques. L'affichage numérique montrait exactement 49 appels manqués. Des dizaines de messages textes ont inondé l'écran en succession rapide. Ils provenaient tous de Scott, Karen et Madison. Le système affichait automatiquement les aperçus des textes. J'ai regardé les mots paniqués défiler sur le tableau de bord. Réponds au téléphone tout de suite, exigeait Scott dans un message. Tu dois expliquer ce que nous venons de voir, écrivait Karen dans un autre. J'ai réalisé qu'ils avaient regardé toute la diffusion en direct alors qu'ils étaient assis à leur table coûteuse à l'intérieur du Continental. Ils ont vu les dirigeants de l'entreprise remettre à Donna le style de vie exact qu'ils exigeaient de moi. Leurs messages sont rapidement passés du choc à l'hostilité pure et simple. J'ai tendu la main et j'ai appuyé sur le bouton de sourdine sur la console du tableau de bord. J'ai complètement ignoré leurs demandes furieuses. J'ai mis la voiture en marche et je suis sorti du parking. Ma priorité était de conduire Donna dans un environnement sûr et calme. Je ne voulais pas qu'elle soit impliquée dans le chaos inévitable de ma famille. J'ai navigué dans les rues du centre-ville de Nashville et je l'ai conduite à un hôtel de luxe voisin. Je me suis garé près de l'entrée, je suis sorti et je l'ai aidé à récupérer sa petite valise du coffre. Nous sommes entrés ensemble dans le hall de l'hôtel. Je me suis occupé de son enregistrement à la réception et je lui ai remis la clé de la chambre. Repose-toi bien ce soir. Tu l'as absolument mérité, lui ai-je dit fermement. Merci pour tout, Bailey, a répondu Donna, me serrant dans ses bras avant de se diriger vers les ascenseurs. Je suis retourné à ma voiture, je suis monté et j'ai verrouillé les portes. J'ai vérifié l'horloge du tableau de bord. Il était presque minuit. Je me suis éloigné de l'hôtel et j'ai conduit vers mon propre complexe d'appartements. Les rues étaient presque vides à 7 heures, me permettant de conduire sans m'arrêter. J'ai agrippé le volant, me préparant mentalement à la confrontation. Je savais que Scott, Karen et Madison ne se contenteraient pas d'envoyer des messages textes et d'aller dormir. Ils avaient perdu le contrôle d'un actif financier massif et ils voulaient quelqu'un à blâmer. Je suis arrivé à mon immeuble, je me suis garé à ma place désignée et j'ai traversé le hall principal. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur et j'ai attendu. Les portes métalliques se sont ouvertes et je suis entré. J'ai appuyé sur le bouton de mon étage et j'ai regardé les chiffres numériques défiler. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant à leur réaction. L'ascenseur s'est arrêté, la sonnerie a retenti et les portes se sont lentement écartées. Je suis sorti dans le couloir et je me suis arrêté net. Madison, Karen et Scott se tenaient directement devant la porte de mon appartement. Ils bloquaient complètement mon entrée. Ils ignoraient l'heure tardive et le risque de réveiller mes voisins. Madison portait toujours sa robe de soirée coûteuse du restaurant. Elle croisait fermement les bras sur sa poitrine. Son visage était tordu par une jalousie et une rage extrême.
Scott faisait les 100 pas sur le sol moquetté. Karen m'a fusillé du regard dès que je suis sorti de l'ascenseur. Ils avaient l'air complètement hostiles, prêts à lancer une attaque au milieu du couloir silencieux. « Où étais-tu ? On t'a appelé 50 fois, a crié Karen en s'avançant vers moi. J'étais occupé à conduire mon invité à son hôtel, ai-je répondu, gardant ma voix entièrement neutre. Tu nous as humiliés. Tu as donné un manoir à une bibliothécaire à la retraite, a hurlé Madison en pointant son doigt vers mon visage. Je n'ai pas bronché. Je suis resté ferme dans le couloir. J'ai cherché dans ma poche et j'ai sorti les clés de mon appartement. J'ai regardé directement dans les yeux en colère de Madison. J'ai observé le désespoir pur qui émanait de mes parents. Ils avaient quitté leur dîner haut de gamme et s'étaient précipités directement à ma porte juste pour se battre pour un bien qu'ils n'avaient jamais mérité. J'ai serré mes clés fermement, m'avançant pour établir la frontière finale absolue avec les personnes qui m'avaient traité de honte. Je me suis arrêté à quelques centimètres de la porte verrouillée de l'appartement. Madison s'est mise directement sur mon chemin, bloquant physiquement la serrure. Elle n'a pas demandé d'explication concernant la diffusion. Elle n'a pas baissé la voix par respect pour mes voisins. Elle a aboyé un ordre direct au milieu du couloir. Tu dois appeler l'entreprise et exiger qu'il change immédiatement le bénéficiaire. Ce bien doit appartenir à cette famille, a hurlé Madison. Je n'ai pas reculé. J'ai tendu la main, j'ai légèrement poussé son épaule sur le côté et j'ai inséré ma clé dans le pêne dormant en métal. Je n'ai pas regardé son maquillage ruiné ou sa mâchoire serrée. J'ai tourné la clé jusqu'à ce que j'entende le clic lourd. J'ai poussé la porte pour l'ouvrir de quelques centimètres seulement. J'ai positionné mes pieds fermement sur le seuil, bloquant complètement l'entrée avec mon corps pour qu'aucun d'eux ne puisse entrer de force. Le contrat du fonds est clos. Les avocats de l'entreprise l'ont confirmé et personne n'a le droit de le changer, ai-je répondu calmement. Scott a entendu la finalité absolue dans mon ton. Il a compris la réalité juridique de ma déclaration. Il a réalisé que la propriété de vacances de luxe et les adhésions exclusives au club de golf étaient définitivement hors de sa portée. Il a serré son poing droit fermement. Il a balancé son bras et a frappé le mur du couloir avec une force extrême. L'impact a produit un bruit sourd et creux qui a résonné dans tout le couloir. Il a juré bruyamment, m'a tourné le dos et s'est éloigné de quelques pas. Entièrement vaincu par les règles rigides de l'entreprise, Karen a regardé Scott abandonner. Elle a immédiatement changé son approche tactique. L'hostilité a complètement disparu de son expression. Elle a forcé des larmes dans ses yeux en quelques secondes. Elle s'est avancée et a saisi fermement mon avant-bras gauche. Elle a commencé à pleurer bruyamment dans l'espace silencieux. Elle a imploré ma sympathie. Elle m'a continuellement rappelé notre lien biologique. Elle a plaidé qu'il m'avait élevé, logé et qu'il méritait donc un pourcentage massif de mon succès récent. Elle a affirmé qu'une vraie famille devrait toujours partager les récompenses financières, quels que soient les désaccords passés. J'ai baissé les yeux sur ses mains agrippant ma manche. Je n'ai ressenti aucune culpabilité ni obligation. J'ai retiré mon bras rapidement, brisant son emprise physique sur moi. Madison a vu Karen échouer à me manipuler. Elle a instantanément changé de stratégie également. Les cris agressifs ont cessé. Elle a commencé à sangloter avec force, couvrant son visage de ses deux mains. Elle s'est glissée sans effort dans le rôle d'une victime sans défense. Elle m'a entièrement blâmé pour leur misère actuelle. Elle m'a accusé d'avoir délibérément caché les informations du fond de l'entreprise juste pour les piéger. Elle a affirmé que j'avais orchestré toute la diffusion en direct à la télévision spécifiquement pour l'humilier devant ses amis de la haute société. Elle a pleuré que mon silence intentionnel avait ruiné son dîner coûteux au Continental et détruit sa réputation publique. Elle a exigé des excuses de ma part pour lui avoir causé une détresse émotionnelle extrême. Je suis resté dans l'embrasure de la porte et j'ai regardé leurs performances coordonnées. J'ai écouté les reproches changeants, les fausses larmes et les appels désespérés à l'argent. J'ai reconnu les mêmes tactiques de manipulation qu'ils avaient utilisées contre moi au cours des 5 dernières années. J'ai décidé de mettre fin au cycle de façon permanente, là, dans le couloir. Je les ai regardés tous les trois. J'ai parlé clairement pour m'assurer qu'ils entendaient chaque mot. J'ai déclaré que j'acceptais leurs excuses soudaines strictement pour ma propre paix mentale. J'ai précisé que mon acceptation ne signifiait ni pardon ni réconciliation future. J'ai établi ma frontière finale absolue. Je les ai informés que je coupais toute communication financière pour toujours.
Je leur ai ordonné de ne plus jamais me demander un seul dollar, un prêt bancaire ou une faveur. Je leur ai dit que leur accès à ma vie et à mes ressources était définitivement terminé, avec effet immédiat. J'ai reculé dans mon appartement sombre. J'ai attrapé la poignée de porte intérieure en métal. Je n'ai pas attendu que Scott se retourne. Je n'ai pas attendu que Karen arrête de pleurer. Je n'ai pas attendu que Madison finisse ses plaintes ridicules. J'ai tiré la lourde porte en bois avec force. Je l'ai claquée directement à leur nez. Le grand bruit a instantanément fait taire leur voix. J'ai tourné le pêne dormant 2 fois, sécurisant la barrière physique entre nous. Je suis resté dans mon entrée silencieuse et j'ai écouté leurs pas étouffés s'éloigner enfin vers l'ascenseur. 4 mois après cette nuit explosive, la structure de ma famille a complètement changé. Les conséquences réelles de leurs habitudes financières les ont finalement rattrapées. Madison a rapidement atteint le plafond de ses multiples cartes de crédit. Elle a continué à essayer de maintenir son image publique de richesse, achetant des vêtements de créateurs et assistant à des événements sociaux coûteux. Cependant, elle n'avait plus mon salaire mensuel transféré sur son compte pour couvrir ses dépenses extravagantes. Elle a essayé de demander de nouvelles lignes de crédit, mais les banques ont rejeté ses demandes immédiatement. Les prêteurs ont envoyé plusieurs lettres d'avertissement concernant son prêt automobile à taux d'intérêt élevé. Elle a ignoré les avis. Mardi dernier, une équipe de recouvrement est arrivée à son complexe d'appartements du centre-ville. Ils ont accroché sa voiture de sport neuve à une dépanneuse et l'ont reprise en plein jour. Son cercle social d'élite a été témoin de tout l'événement humiliant. Elle a perdu son faux statut instantanément. Scott et Karen ont immédiatement paniqué et ont essayé de la sauver de la faillite. Ils ne pouvaient pas m'appeler pour de l'argent. Ils savaient que j'appellerais la police et que je déposerais une plainte pour violation de propriété s'ils se présentaient à nouveau à la porte de mon appartement. Ils ont tenté d'utiliser des parents éloignés pour me faire passer des messages, mais j'ai également bloqué ces numéros. Ils ont été contraints de liquider leurs actifs restants. Ils ont vendu leurs actions de retraite. Ils ont vidé leur compte d'épargne d'urgence juste pour payer les dettes impayées et les pénalités de carte de crédit de Madison. Ils ont même dû contracter une deuxième hypothèque sur leur maison de banlieue. Ils vivent actuellement dans un stress financier constant et une amertume extrême. Ils observent mon succès à distance, complètement paralysés par la frontière stricte que j'ai établie dans ce couloir. Ils ont fait leur choix et maintenant ils en paient littéralement le prix. Donna a connu un sort complètement différent. Elle a officiellement déménagé dans la propriété de vacances de luxe appartenant au fonds fiduciaire pour l'héritage des employés. Elle a fait ses valises, a quitté son modeste appartement et s'est installée dans la spacieuse maison au bord du lac. Le fonds de l'entreprise paie toutes les taxes foncières et les frais d'entretien. Elle passe ses matinées à lire des livres sur la grande terrasse en bois surplombant l'eau. Elle utilise son adhésion à vie pour jouer au golf au country club chaque week-end. Elle a aussi récemment réservé son voyage en première classe tout compris en Europe. Elle jouit d'une retraite paisible, respectée et confortable. Elle m'invite régulièrement à dîner, créant l'environnement familial calme et solidaire que j'ai toujours voulu mais que je n'ai jamais eu. Ma vie professionnelle a également considérablement progressé au cours de ces 4 mois. Le conseil d'administration de l'entreprise a examiné les données finales de mise en œuvre de mon algorithme d'intelligence artificielle. Ils ont reconnu l'augmentation massive des revenus qu'il a générés pour l'entreprise à l'échelle mondiale. Le conseil d'administration a tenu une réunion spéciale et m'a officiellement promu au poste de directrice des systèmes d'IA. J'ai déménagé dans un bureau d'angle beaucoup plus grand au dernier étage du siège social. Je gère maintenant une équipe dédiée de 50 ingénieurs logiciels. Le jour où l'entreprise a annoncé ma promotion, mon téléphone a vibré sur mon nouveau bureau. J'ai déverrouillé l'écran et j'ai lu un court message texte de Harper. Elle a simplement écrit « Tu as mérité chaque parcelle de tout ça ». Elle avait absolument raison. En repensant à toute la situation, j'ai réalisé plusieurs leçons inestimables. La valeur fondamentale d'un être humain n'est jamais déterminée par le rejet, le favoritisme ou le jugement sévère de sa famille biologique. Votre vraie valeur est créée entièrement par vos propres capacités, votre résilience et votre travail acharné et constant. Établir une frontière personnelle rigide et incassable n'est pas un acte de cruauté. C'est la seule façon pratique de protéger votre santé mentale et les récompenses de votre travail contre les personnes toxiques. Enfin, la véritable famille n'est pas définie par l'ADN partagé. La vraie famille appartient aux personnes qui choisissent activement de se tenir à vos côtés pendant vos moments les plus sombres et les plus épuisants,
pas seulement aux opportunistes qui apparaissent soudainement lorsque vous réussissez enfin.